Donc je vais en terminer aujourd'hui avec le Mongtan Suelu de Li Xiufang. Je vais enfin en terminer. Quand je dis enfin, ce n'est pas parce que je crains d'avoir passé trop de temps sur ce texte, sur un texte qui ne mériterait peut-être pas autant d'attention. Je trouve au contraire que c'est une source bourrée de choses intéressantes et surtout de choses originales. Et j'espère vous avoir convaincu pour le moment, ou jusqu'à présent, que tel est bien le cas. Le problème est plutôt que, et c'est un problème général chez moi, que chaque fois que j'aborde l'analyse d'une de ces sources autobiographiques dont je parle maintenant depuis plusieurs années et que j'anticipe d'y consacrer 1 heure, 2 heures, à chaque fois il me faut beaucoup plus de temps. Et c'est probablement parce que tous ces textes auxquels j'ai choisi de m'attaquer se sont révélés, tous pratiquement, à l'usage bien plus riche que je ne pensais après une première lecture. Et c'est aussi certainement parce que je crois à la vertu d'un exposé qui entre résolument dans le détail et de façon critique. Car c'est ainsi, je crois, que les choses commencent à prendre vie, et bien souvent à prendre vie de façon inattendue. Et c'est cela, bien sûr, tout l'intérêt, en tout cas pour moi. Mais bien sûr, ça prend du temps. En tout cas, voici où nous en sommes. Nous en sommes arrivés avec le Mongtan Suelu. Vous vous souvenez peut-être d'une remarque de Li Xiufang que j'avais citée, comme quoi les soucis dans sa sous-préfecture de Wuchang, c'est 20% à cause des gens et 80% à cause de la rivière, c'est-à-dire à cause du Grand Canal qui, comme je l'ai expliqué, se confond sur cette partie de son trajet avec le cours de la rivière Wei, qui coule donc vers le nord et vers la région, vers Tianjin, et qui traverse donc le territoire de Wuchang dans sa partie occidentale sur 50 à 60 km. Mais la rivière ou le canal, ce sont aussi des gens. Ce sont tous ceux qui la maintiennent navigable, qui entretiennent ses rives, qui la draguent pour combattre l'alluvionnement, qu'il faut aussi mobiliser d'urgence quand une brèche s'ouvre dans une digue et que le flot se déverse dans la campagne en contrebas. On avait vu un exemple la dernière fois. Et ce sont bien sûr tous les gens qui font circuler les innombrables embarcations qui empruntent le Grand Canal, à commencer celles qui sont la raison d'être du Grand Canal, c'est-à-dire les bateaux qui transportent le grain du tribut collecté dans les provinces riveraines et destiné à la capitale. Et c'est de ce personnel de transport que je vais parler aujourd'hui, ou plus précisément, c'est de tous les ennuis qu'il était susceptible de causer aux fonctionnaires locaux des circonscriptions qui bordaient le Grand Canal, et vu donc à travers ce que Li Xiufang nous en dit. J'en avais déjà donné un premier aperçu à la fin de mon précédent exposé, lorsque j'avais parlé de cette affaire de 300 barges qu'il fallait convoyer depuis Linqing jusqu'à Dezhou. Donc vous êtes maintenant familier, je pense, avec cette carte. C'est celle de Roji qui est plus détaillée que celle que j'avais mise sur la photocopie la dernière fois. Donc Linqing, Dezhou, c'est ce segment, et Wuchang se trouve au milieu. Donc de Linqing jusqu'à Dezhou, et les dites barges devaient ensuite poursuivre plus au nord pour renforcer la capacité de transport sur la section du canal qui se trouve entre Tianjin et le terminal juste à côté de la capitale, c'est-à-dire Tongzhou, que vous voyez donc ici, Tianjin et Pékin, qui s'appelle Dado ici parce que c'est le nom sous les Mongols, mais donc c'est cette section appelée le fleuve Bai, ou encore il y a plusieurs noms, où on utilisait en priorité, semble-t-il, des barges, c'est-à-dire qu'on transportait le grain sur ces embarcations plus petites et mieux adaptées à une rivière avec peu de profondeur. 300 barges donc, dont une partie était des barges privées, et c'était donc ces bateliers propriétaires qui avaient fait les plus grandes difficultés pour avancer, comme on avait vu, et cela en raison de toutes les misères qu'on leur avait faites lors du même voyage l'année précédente. Ces bateliers étaient des gens de Linqing, et ils ne faisaient que traverser Wuchang. Et pendant cette traversée, en revanche, et même au-delà, ça avait été à Li Xiufang de veiller à ce qu'il fasse le parcours dans les délais, et ça lui avait coûté des trésors de négociation
sans parler d'une certaine prise de risque pour lui-même. Bon, je n'en reviens bien sûr pas là-dessus. Sinon, pour dire qu'au moins ces bateliers, qui ne dépendaient pas directement de l'administration du tribut, puisque c'était des gens du privé qui étaient simplement loués pour renforcer le tribut, au moins ces bateliers apparaissent-ils dans cette affaire comme des gens relativement paisibles, même s'ils sont capables de montrer leur détermination et finalement d'obtenir ce qu'ils veulent. Mais comme on va le voir à travers plusieurs incidents rapportés par Li Xiufang, dont je vais parler dans un instant, ce n'était pas toujours la même chose. Et en outre, les personnages à l'origine des incidents en question appartenaient, eux, au personnel en quelque sorte statutaire du système du transport du tribut. Mais avant de parler de ces incidents, de venir donc dans le détail de ce qu'explique Li Xiufang, je crois qu'il sera utile et même nécessaire de vous donner malgré tout une vue d'ensemble très sommaire des différentes catégories de personnel qui faisaient marcher l'ensemble du système donc, du transport du tribut. Un premier point très important à souligner, c'est que la dynastie des Qing a introduit un certain nombre de changements importants dans la structure dont elle avait hérité, des Ming. À l'époque des Ming, en effet, le tribut en grains était une opération entièrement militaire. Hoshi Hayao, ce spécialiste japonais dont je vous ai cité il y a 2 semaines une présentation générale du système et à laquelle j'ajoute sur la feuille d'aujourd'hui un autre titre qui est également une synthèse et qui complète la précédente sur un certain nombre de points, Hoshi Hayao donc va jusqu'à parler d'une organisation de temps de guerre à propos du transport du tribut sous les Ming. Les militaires, qui appartenaient à des unités spécialement chargées du tribut, non seulement transportaient le grain sur leurs propres bateaux, mais c'était également eux qui étaient chargés de le collecter, ce grain, auprès des contribuables dans les préfectures et dans les sous-préfectures qui y étaient assujettis. Ce qui ne représentait pas, je le précise, la totalité des provinces de l'Empire, mais seulement les régions situées le long de l'axe, ou plutôt du double axe, en angle droit en quelque sorte, formé par le Yangtze et par le Grand Canal. À vrai dire, ces régions sont parmi les plus productives de l'Empire, d'une manière générale. Donc, le collecter auprès des contribuables dans ces régions. Et en fait, j'ai eu dans le passé l'occasion de citer plusieurs exemples datant de la fin des Ming, notamment à Shanghai et à Suzhou, qui mettaient en scène la brutalité, les exactions des soldats chargés de collecter le tribut, de le stocker dans des greniers spéciaux, et ensuite de le charger sur leurs bateaux avant de remonter le Grand Canal. Quant aux officiers du tribut, donc les commandants de cette troupe, ils protégeaient leurs soldats de manière systématique et faisaient montre d'une arrogance telle que les fonctionnaires civils étaient complètement démunis devant eux. C'est donc de cela que j'avais donné quelques exemples, et nous allons voir tout à l'heure que c'était en fait très différent au XIXe siècle. Et puisque j'y suis, puisque je parle des bateaux et des Ming, je voulais quand même vous montrer cette image d'un bateau du tribut. Il existe peu de représentations, en fait, et celle-là est reproduite un peu partout. Enfin, pas cette version, justement. Cette image est extraite de l'encyclopédie technologique très célèbre, qui était très peu lue, en fait, sous les Qing, mais qui, au XXe siècle, a été très étudiée, qui a pour nom Tian Gong Kai Wu, un titre sur lequel d'ailleurs les érudits n'ont pas fini de se disputer pour savoir ce que ça veut dire exactement, mais en gros c'est les productions de la terre et de l'homme, ou ce que l'homme arrive à faire avec les productions, pardon, du ciel, ce que l'homme arrive à faire avec les productions du ciel, dont l'auteur est c'est un fonctionnaire de la fin des Ming, un certain Song Yingxing, né en 1587 et mort quelque part à une année qu'on ne connaît pas exactement, après la conquête mandchoue. En tout cas, l'édition originale du Tiangong Kaiwu, qui date de 1638, ainsi qu'une seconde édition de la fin des Ming, étaient longtemps considérées comme totalement introuvables jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles existent l'une et l'autre dans un seul endroit au monde, et cet endroit, c'est la Bibliothèque nationale de France, où, faut-il croire, les jésuites ou d'autres correspondants les avaient introduits.
En revanche, il existe, alors l'image que je vous montre est tirée d'une édition beaucoup plus tardive qui a été réalisée en fait en 1927 par un bibliophile chinois, mais en se basant sur une copie japonaise de ces éditions originales qui, à l'époque, étaient considérées comme perdues. Mais les dessins, les planches, ainsi que la typographie d'ailleurs, ont été redessinées et sont beaucoup plus nettes et parlantes que dans l'édition originale. Donc ce que vous voyez, je ne vais pas commenter trop longtemps là-dessus, mais ce que vous voyez d'abord, c'est qu'il y a des voiles. Donc les barges qui circulaient sur le canal avaient des voiles d'appoint, je dirais. Et le texte de Song Ying-sing, qui est consacré aux dimensions, aux matériaux pour la fabrication, etc., précise que quand le canal était bien étal et que le vent était bon, le bateau, sans qu'on ait besoin de le tirer ou de souquer, le bateau avançait à la vitesse d'un cheval au galop. Mais bien souvent, l'équipage devait descendre et tirer ou se faire aider par des haleurs. Donc voilà, et évidemment c'est une représentation qui n'est pas vraiment aux dimensions. En gros, la largeur des bateaux d'origine, disons à l'origine sous les Ming, était d'à peu près 1 zhang, c'est-à-dire à peu près 3 mètres, et leur longueur était, si je me souviens bien, de 8 ou 10 zhang, donc disons une trentaine de mètres. Et ils étaient à fond plat, et c'était vraiment une forme très différente des jonques de mer. Donc voilà pour les bateaux du tribut. La seule chose qu'il faut encore ajouter, c'est que la capacité a été nettement augmentée et même multipliée, et donc la dimension des bateaux, déjà sous les Ming, mais surtout au XVIIIe siècle, ce qui posait d'ailleurs des problèmes pour le passage des écluses qui avaient des dimensions limitées. À propos du Tian Kaiwu, je vous précise aussi ce que j'ai indiqué sur la feuille, c'est qu'il existe une très bonne traduction en anglais, qui est déjà assez ancienne, mais faite par vraiment des gens très compétents et bien à noter. Sous les Ming, donc, pour y revenir, le tribut en grains était une affaire à 100% militaire. Sous les Qing, en revanche, c'est assez différent. Le tribut, d'abord, est collecté non plus par les militaires, mais par les administrations locales, et ce n'est qu'ensuite qu'il est remis aux militaires qui ont la responsabilité de le convoyer. D'ailleurs, Li Xiufang a, quelque part dans ses souvenirs, une anecdote sur la livraison du tribut par les producteurs, par les paysans, au grenier de Wucheng, par les contribuables donc, qui y étaient assujettis. En effet, Wucheng faisait partie des 3 préfectures du Shandong, riveraines du Grand Canal, donc à l'est du Grand Canal, qui étaient assujetties au tribut. Et dans cette anecdote, qui se situe, est-il précisé, pendant une année où la récolte était très abondante, il y a une telle cohue à la porte du grenier, de gens avec leurs charrettes chargées de grains, que de contribuables pressés de s'acquitter de leurs obligations, qu'il faut tirer au sort pour savoir qui va passer en premier et qui devra faire la queue pendant 2, même 3 jours. Cela dit, si les militaires restaient responsables du convoyage, ils ne l'assuraient pas tout seuls, comme sous la dynastie présente. Les bateaux du tribut, sous les Qing, étaient en fait montés par différentes sortes de personnel. Il y avait donc d'abord les militaires, qui ne faisaient que superviser et diriger les équipages à raison d'1 ou au maximum 2 soldats par bateau. Et ces soldats étaient sous le commandement de l'officier ou des officiers, il y avait souvent 2 officiers, semble-t-il, qui étaient placés à la tête de chaque flottille. Et les flottilles, donc le terme est bang, en principe regroupaient une vingtaine de bateaux chacune. Et ces officiers étaient appelés des yunguan, donc littéralement des fonctionnaires du transport, tandis que leurs hommes, les soldats, étaient des yuntun, donc des soldats du transport, ou des yunding, la même chose. Le reste de l'équipage, en revanche, était entièrement composé de civils. C'étaient des matelots, donc des shueshou, qui, au début des Qing, étaient en principe 9 par bateau. C'est-à-dire qu'on reproduisait en fait le chiffre original de la réglementation des Ming, où il y avait 10 soldats sur un bateau. Là, il y a 1 soldat, 9 matelots, mais avec l'accroissement de la capacité des jonques du Grand Canal, dont j'ai parlé tout à l'heure, dès le début du XVIIIe siècle, ce chiffre est passé à 30 ou 40 matelots sur chaque bateau. Et enfin, troisième catégorie, il y avait les haleurs, donc les tianfu, donc les hommes qui tirent, qui étaient théoriquement recrutés sur place
et qui n'accomplissaient pas la totalité du voyage, contrairement aux matelots. Je veux dire qu'ils n'étaient employés qu'à proximité de leur lieu de recrutement. Et point important, c'était aux soldats de se débrouiller pour recruter les matelots et recruter les haleurs, et aussi pour les payer. Et ils devaient en outre assurer l'entretien des bateaux, et du fait de toutes ces charges, la condition des militaires, qui étaient les responsables ultimes du transport du tribut, et sur qui retombaient les sanctions en cas de retard ou pour défaut de livraison, que la condition des soldats était extrêmement précaire. Elle l'était déjà sous la dynastie des Ming, d'ailleurs, et elle l'est devenue de plus en plus avec le passage du temps. Si bien qu'à la fin du compte, les soldats n'avaient plus guère d'alternative qu'entre ou bien trouver des sources de revenus illégales, et cela, ça se faisait essentiellement en exploitant la capacité de transport de la flotte du tribut pour leur propre compte, ou alors la désertion. Enfin, contrairement aux soldats qui étaient rattachés à des garnisons bien déterminées, donc qui étaient traçables, si je puis dire, sauf s'ils désertaient, les matelots et les haleurs étaient en majorité des paysans déracinés, voire des victimes de la famine, qui trouvaient ainsi à s'employer. À l'origine, ces matelots, donc ces paysans qui entraient dans la marine du tribut, étaient recrutés au sein de la population qui résidait immédiatement au voisinage des garnisons d'où partaient les flottes. Mais assez rapidement, ils en sont arrivés à former un groupe flottant et sans attache territoriale claire, un groupe d'errants, si vous voulez, et par conséquent, un groupe qui était d'autant plus difficile à contrôler. Suivant les circonstances, les soldats, les matelots et les haleurs, ou bien s'entendaient entre eux pour exploiter la situation à leur profit et rançonner les populations riveraines, ou au contraire, ils étaient en concurrence. Et comme nous verrons dans certains des incidents dont je vais vous parler, il leur arrivait de s'opposer les uns aux autres de la façon la plus brutale. Mais du point de vue des habitants, bien sûr, des habitants des localités situées le long du canal et qui avaient à subir leurs exactions, c'était tout un. Encore qu'en fin de compte, d'après ce qu'on lit en tout cas dans l'Issue Fong justement, encore qu'en fin de compte, il semble que les matelots étaient les plus redoutés des riverains. Quant à la relation de tous ces gens avec les fonctionnaires locaux, dont le principal souci, comme nous l'avons vu déjà, était de faire avancer le tribut avec le moins de désordre possible, ces relations donc entre tous ces gens qui naviguaient sur la flotte du tribut et les fonctionnaires locaux étaient au minimum difficiles et elles requéraient beaucoup de doigté de la part des fonctionnaires. D'un autre côté, les fonctionnaires disposaient aussi d'un indéniable pouvoir de pression et en fait d'extorsion, car leur collaboration était absolument indispensable pour que les équipages puissent faire progresser les bateaux, passer les écluses, etc., et donc tenir les délais. De toute façon, et encore une fois, la situation des individus qui montaient les bateaux du tribut ou qui les remorquaient n'a cessé de se dégrader avec le passage du temps. Et les problèmes qu'ils posaient n'ont pu, par conséquent, que s'aggraver corrélativement. Dès la fin du XVIIIe siècle, tous ces gens ont commencé à s'organiser au sein de sociétés secrètes. Et le groupement qui a fini par dominer le long du canal était une de ces innombrables sectes d'inspiration bouddhiste dont j'ai déjà parlé, et celle-ci était appelée la secte de l'eau, ou l'Otia, du nom de son fondateur supposé au début du XVIe siècle. Et organisés de la sorte, les équipages des bateaux du tribut étaient capables de résister aux autorités, et même de façon armée si c'était nécessaire, comme on le trouve de plus en plus fréquemment mentionné dans les sources. À l'époque qui nous concerne, donc disons aux alentours de 1840, et plus encore pendant la seconde moitié du XIXe siècle, les bateaux du tribut étaient devenus des sortes de repères flottants, portant toute une population de haleurs, de matelots et d'autres personnages peu recommandables qui sévissaient le long du canal, soit collectivement, soit en concurrence les uns avec les autres. Et c'est d'ailleurs au sein de cette population, contrôlée plus ou moins par les sociétés secrètes, que les complots anti-mandchous ont commencé à fleurir pendant la deuxième moitié du XIXe siècle.
En outre, ces mêmes bateaux, et ça c'est important, ces mêmes bateaux abritaient tout un commerce, essentiellement en contrebande, qui était contrôlé par des marchands de mèche avec les équipages. En fait, déjà à l'époque des Ming, les soldats du tribut étaient réglementairement autorisés à emporter avec eux une certaine quantité de denrées qui leur appartenaient et dont ils pouvaient faire commerce pour se repayer de leurs dépenses et aussi donc pour compléter leurs revenus légaux, c'est-à-dire ces revenus réguliers des soldats qui participaient au transport étaient de deux sortes. Ils avaient d'une part leur solde mensuelle, régulière en quelque sorte, donc c'est les hueliang, le grain du mois, et d'autre part ils avaient des indemnités de voyage, donc ça c'est xingliang, et ces indemnités de voyage étaient supposées couvrir tous les frais des soldats embarqués sur les bateaux du tribut, y compris les commissions qu'il fallait verser aux fonctionnaires locaux et à leur personnel pour faciliter l'avance des flottilles, les commissions qu'il fallait payer aux responsables des greniers, à la capitale, à l'arrivée, pour qu'ils réceptionnent le grain sans faire d'histoire, sans parler de l'entretien des bateaux et même sans parler du remplacement des cargaisons perdues ou endommagées. Mais pour faire face à tous ces frais, ces indemnités, comme ce que j'ai appelé indemnités de voyage, donc xingliang, étaient notoirement insuffisantes. La quantité de grains qu'un soldat de tribu était donc autorisé à embarquer de la sorte à titre privé n'était en fait pas négligeable et elle n'a pas cessé d'augmenter. Et à l'époque qui nous concerne, sous le règne de l'empereur Taoguang, donc dans les années 1830 ou 1840, ce montant n'était de pas moins de 180 che, che étant l'unité de compte pour le grain, unité de volume, valant un peu plus d'un hectolitre. Autrement dit, à supposer que les matelots, dans leur cargaison privée, emmènent que du grain, ça allait chercher dans les 10 tonnes, malgré tout. Mais pendant les dernières décennies de l'histoire du canal, ces activités commerciales ont pris une extension considérable et sans grande considération des quotas qui étaient autorisés. C'était en particulier le cas sur les bateaux qui retournaient à vide vers le sud, qui n'étaient pas du tout vides justement, et les produits qu'ils transportaient pour être commercialisés dans le sud étaient assez variés. Et celui qu'on cite le plus souvent, c'était du sel de contrebande, produit dans la région côtière de Tianjin, ou près de Tianjin, où il y avait en effet une grosse industrie de production du sel. Mais aussi, parmi les autres produits pondéreux qui circulaient sur ces bateaux et souvent en contrebande, où ce n'était pas autorisé, il y avait le soja, et en particulier les fameux tourteaux de soja qui servaient d'engrais dans les rizières et dans les champs de coton du Bayang, des provinces du sud. Enfin, voilà le tableau général, et c'est un tableau, je précise encore une fois, que j'extrais pour l'essentiel des travaux de Hoshi Hayao. Et comme nous allons le voir tout de suite, Li Xiufang était régulièrement confronté sur son propre territoire aux conséquences de cette situation, donc plus précisément de la situation à laquelle on en était arrivé au début du XIXe siècle. Ces remarques ne font certes que confirmer l'état d'anarchie qui régnait à cette époque au sein du personnel engagé dans le transport de tribus, mais comme pour le reste, elles ajoutent à cette notion générale, et j'y reviendrai plusieurs fois, elles ajoutent la dimension du vécu et aussi la dimension du détail. Comme je l'ai dit à l'instant, à l'époque des Qing, les bateaux du tribut étaient montés par des équipages composés essentiellement, entièrement si l'on accepte l'unique soldat ou les deux soldats, composés entièrement de civils. Donc ces gens que j'appelle des matelots, placés sous la responsabilité donc d'un ou deux soldats par bateau et au-dessus d'eux d'un ou deux officiers par flottille. Dans le Mongtan Suelu, ces matelots, donc ces shueisho, sont manifestement les plus indisciplinés et les plus à craindre pour les populations riveraines. Li Xiufang consacre une entrée à leurs méfaits, ou plus exactement à la méthode qu'il a adoptée pour essayer de les neutraliser. Le paragraphe est introduit par une constatation générale, à savoir, je cite, « Les matelots des bateaux du tribut sont tous des asociaux et des fauteurs de troubles.
ce qui est une traduction un peu libre de l'expression Bucheng, je tout, qui est tout à fait une expression très courante, encore qu'elle ait un pedigree très distingué, puisqu'on la trouve déjà dans des textes anciens. En tout cas, dans cette expression Bucheng, ce mot Bucheng signifie à la fois être mécontent, ou plus précisément être frustré dans ses ambitions ou dans ses désirs, et violer la loi, susciter le désordre, etc. Donc les Buchengjetu, dans ce cas, et c'est confirmé par le contexte, sont, si vous voulez, des sortes de desperados, des gens qui n'ont rien à perdre, qui sont prêts à tout, et qu'aucun effort d'éducation n'arrivera jamais à faire rentrer dans le droit chemin. En d'autres termes, ce sont des asociaux, encore une fois, qui sont totalement incontrôlables, le type même de personnage que l'État impérial rejette et que les fonctionnaires locaux craignent par-dessus tout. En tout cas, ces matelots sont accoutumés à voler et à piller le long du trajet et d'après Li Xiufang, ils sont particulièrement virulents lorsque les bateaux redescendent vers le sud à vide. C'est ce qu'il dit. Il ne précise pas pourquoi, mais on peut imaginer que sur le chemin du retour, les convois du tribut étaient peut-être moins contrôlés, qu'il n'y avait pas tous ces fonctionnaires et tous ces officiers pour les houspiller et pour faire avancer le tribut, Zuezao, cette expression que j'ai déjà souvent citée. Et l'on peut également imaginer, c'est même tout à fait logique, que du simple fait qu'après que le grain du tribut avait été déchargé à Tongzhou, ou souvent déjà à Tianjin, c'est-à-dire comme nous l'avons vu, à Tianjin, où il y avait de très grands greniers, souvent il y avait un échange sur de nouvelles barges. Donc après que les cales des bateaux avaient été vidées de leur grain, eh bien, il y avait beaucoup plus de place, et cet espace pouvait servir non seulement pour entasser les denrées destinées de façon plus ou moins légale, de plus ou moins licite à la vente, mais aussi pour receler le fruit des rapines commises dans les zones riveraines. Et nous reviendrons là-dessus. Quoi qu'il en soit, Li Xiufang affirme s'en être tiré en recourant à une méthode somme toute très classique dans les administrations locales chinoises pour maintenir l'ordre, même si on ne s'en vantait pas. Et cette méthode consistait tout simplement à jouer de la familiarité et même de l'intimité entre gendarmes et voleurs, pour parler en termes généraux. En l'occurrence, les voleurs, ce sont donc ici les marins du tribut qui sévissent dans les circonscriptions qu'ils traversent le long du canal. Et les gendarmes, ou plutôt le gendarme, c'est justement le chef de la police de Wucheng, le Buto. Bu, c'est le terme pour s'emparer des malfaiteurs, et qui veut dire tout simplement un policier parfois. Et To, bien sûr, c'est le chef, la tête. Et ce chef de la police, nous est-il dit, est venu s'engager à Wucheng comme agent de Yamen, donc comme Yi, un mot qu'on traduit parfois par coursier, mais c'est des gens qui étaient entre autres choses agents de police, donc comme Yi, il y a déjà longtemps. Mais avant d'exercer ce métier, il travaillait justement sur les bateaux du tribut. C'était, comme le dit Li Xiufang, un de ces traîtres des bateaux du tribut. Il emploie le mot Cao Chuan, Zhi, Xia Zhi, donc des traîtres, des gens rusés, des gens dangereux. Et du coup, il était à tu et à toi avec ses anciens collègues de la flotte du tribut. C'est ainsi que Li Xiufang l'explique. Et Li Xiufang, donc, qui connaît bien ses talents, le poste dans la région de Zhengkou avec mission de patrouiller et d'arrêter les malfaiteurs. Xunqi, c'est encore un des termes courants pour désigner les opérations de police, de maintien de l'ordre de routine dans les circonscriptions, enfin dans les sous-préfectures. Il nous dit que Zhengkou est une ville importante au nord du canal, et je suis à peu près sûr qu'il s'agit de cette agglomération qu'on aperçoit tout à fait dans le coin nord-ouest de cette carte. Alors on dit soit est et ouest du canal, soit nord et sud du canal, pour la région bien simple qui va de sud-ouest en nord-est, comme vous le voyez sur cette carte. En tout cas, voilà cette agglomération, et on voit qu'elle était apparemment à cheval sur le Grand Canal, puisque de l'autre côté, il y a une extension, donc ce que Li Xiufang appelle le nord du canal, une extension qui s'appelle le... Alors, le nom n'est pas Zhengkou, mais c'est Zhengzhenkou. C'est pour ça que je ne suis pas totalement sûr, mais c'est quasiment sûr. Zhen étant le mot qui signifie une ville, une bourgade. Kou, c'est un port.
et Jung, donc, c'est le nom d'une famille qui était à l'origine de cette agglomération. Donc on aurait plutôt attendu Junko Jun plutôt que Junko, mais en tout cas il y a bien une extension qui s'appelle le marché de Junko, donc Junko Tie. Donc c'est certainement de cette région qu'il s'agit. Et quoi qu'il en soit, ce qui est apparemment dans les habitudes du chef de la police, c'est de convier la bande des matelots dans la ville, à chacun de leur passage, et de leur faire bombance. Ce que je traduis par bande, en l'occurrence, c'est le mot dang, qui signifie un parti, une clique, une association, et tel que l'emploie Li Xiufang quand il dit qi dang, le mot qi, le pronom qi, peut signifier soit que les matelots en question sont simplement leur bande, ou alors ça peut vouloir dire ses amis, ou même ses potes, sinon à proprement parler ses complices. Donc il y a une ambiguïté dans le pronom chi, dans cette phrase. Je pense qu'il veut dire ils formaient tous une grande bande d'amis. Et donc le chef de la police invite ses camarades qui circulent sur les bateaux du tribut à venir festoyer à Junko. Et cette méthode qu'on pourrait appeler de neutralisation par la gueule, si vous voulez, non seulement Li Xiufang l'approuve, car après avoir été ainsi fêtés, les matelots n'osent pas commettre de méfaits, puisque cela embarrasserait leur ami, le chef de la police. Mais non seulement il l'approuve, mais il la finance en triplant généreusement l'indemnité du chef de la police, tout en lui garantissant que si les matelots commettent le moindre vol, non seulement il perdra sa prime, mais en outre, il sera bastonné. Et du coup, la tranquillité la plus complète règne le long du canal, à chaque passage des flottilles. Et ce qui est amusant, c'est que Li Xiufang compare sa méthode à la fin de cette entrée, sa méthode à l'efficacité de laquelle nous ne sommes pas obligés de croire aveuglement, bien sûr, mais dans le Meng Tan Suelu, et comme dans tous les ouvrages du même genre, autobiographiques, tout marche toujours comme sur des roulettes. En tout cas, il compare sa méthode à l'utilisation que font les médecins d'une certaine racine empoisonnée, dont je vous dispense du nom, qu'ils mélangent dans leur concoction, enfin dans leurs recettes, si je puis dire, et, paraît-il, avec les meilleurs résultats. C'est donc une sorte de processus d'immunisation auquel Li Xiufang compare son stratagème pour neutraliser les matelots de la flotte du tribut. Pourquoi est-ce que je mentionne cette anecdote? La proximité de la police et des malfaiteurs, et mieux que cela, le sentiment d'honneur qui retient les seconds de mettre les premiers dans l'embarras, quand ils les ont bien traités, et vice-versa, c'est un vieux thème dans la littérature chinoise. Pensez simplement au roman des Bordelot, donc au Shuirujuan, où on le trouve pratiquement à chaque page. Enfin, j'exagère, mais on le trouve beaucoup. Mais il n'y a pas que la littérature. Je veux dire qu'on ne manque pas de témoignages, y compris de témoignages d'occidentaux d'ailleurs, qui confirment qu'il y avait beaucoup de porosité entre le monde des agents diamènes de la Chine impériale, d'une part, et d'autre part, ce qu'on appellera, pour simplifier, le milieu, et que cette porosité s'entretenait à coup de services rendus. Les manuels de fonctionnaires, donc la partie la plus proprement pédagogique de la documentation, les manuels de fonctionnaires y font allusion à l'occasion, mais ils le font pour clamer que c'est une horreur et qu'il faut tout faire pour empêcher de tels contacts et pour mettre les malfaiteurs définitivement hors d'état de nuire. Or, ce qui me paraît intéressant ici, justement, c'est que Li Xiufang n'est pas du tout gêné pour reconnaître que c'est une réalité et qu'il est très satisfait d'avoir su en jouer aussi habilement. Il est vrai d'un autre côté que les malfaiteurs, dans le cas présent, se conduisent peut-être comme des bandits, ils pillent, ils volent, mais qu'ils travaillent eux-mêmes pour le gouvernement. Ce sont des matelots de la flotte du tribut, ce ne sont pas des pirates, qu'ils viennent du dehors et qui ne sont pas là de toute façon pour rester. C'est donc un cas de figure un peu spécial, un peu particulier. Mais ce que l'histoire illustre aussi, comme d'ailleurs bien d'autres anecdotes dans le Meng Tan Suelu, c'est que, étant donné la faiblesse extrême des moyens dont dispose un magistrat pour maintenir l'ordre, il est bien obligé de s'adapter à la situation et de trouver donc des stratagèmes. Et ce qu'il doit aussi arriver à faire, c'est de sécuriser, si je puis dire, le personnel dont il dispose, c'est-à-dire de s'assurer de sa fiabilité en maniant à bon escient, comme on vient de le voir, à bon escient, la carotte et le bâton.
Et quand je dis bâton, c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque la bastonnade était le principal moyen de coercition et de sanction auquel recouraient les magistrats en toute légalité. Et tout indique qu'on en usait très généreusement dans les yamens. Et je rappelle au passage que la bastonnade chinoise, c'est-à-dire l'administration du gros bâton, appelé zhang, pour un tarif qui se comptait par dizaines de coups, enfin on était 20 coups, 30 coups, 60 coups, sur le bas du dos et sur les cuisses, que cette bastonnade chinoise donc n'était pas une plaisanterie et que ça laissait la victime dans un très piteux état. Cela étant, si l'on se fie du moins à la façon dont Li Xiufang se représente lui-même dans le Mengtan Suelu, il y a chez lui une qualité très particulière dans sa relation au petit personnel, je veux dire bastonnade ou pas bastonnade. En tout cas, une attitude qui contraste très nettement avec l'intolérance et même le mépris de la plupart de ses collègues. Pour qui le petit personnel, c'était une gêne nécessaire, mais dont on voulait entendre parler le moins possible, ou alors pour qui, tout simplement, c'était l'ennemi. J'y avais fait illusion il y a quelques semaines, et là encore, dans le paragraphe relativement court que je viens d'analyser, il m'est difficile, enfin j'avais fait allusion à cette attitude donc, de Li Xiufang, il m'est difficile de ne pas trouver un certain ton de connivence dans la façon dont il s'adresse au personnage pittoresque et surtout bien connecté, qui est son chef de la police et dont il attend qu'il le mette à l'abri des prédations systématiques auxquelles se livrent les équipages de la flotte du tribut. En tout cas, ce que je viens d'évoquer ne représente qu'une petite partie des problèmes d'ordre public posés par le passage du tribut en grain à Wuchang, ou dans toute autre sous-préfecture, bien sûr. Les propos de Li Xiufang confirment, et au-delà, ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'étaient devenus les équipages du tribut du XIXe siècle, à savoir une horde de gens peu recommandables qui profitaient de l'immunité offerte par les bateaux de l'administration. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il dit dans l'entrée qui fait suite à celle dont il vient d'être question. Il dit « Les bateaux du tribut sont des repères de bandits et de brigands ». Taozage so, et ce mot so est le mot qu'on emploie toujours pour les repères où vont se cacher les brigands. Mais il ajoute aussi ceci, et ça c'est plus original, il ajoute « Là où ils sont le plus à l'abri, ce sont les bateaux du gouverneur général du tribut ». Comprenons non seulement le bateau sur lequel le gouverneur général lui-même parcourt le canal, mais encore tous ceux de sa suite et de ses chargés de mission. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que lorsque les bandits et les brigands en question, donc les matelots, vont cacher leur butin sur un de ces bateaux appartenant au commandement, personne n'ose aller perquisitionner. Si bien qu'on arrive à cette situation paradoxale que c'est la plus haute autorité de l'administration du tribut qui sert de couverture aux employés les plus humbles et en même temps les plus indisciplinés de la dite administration. L'une des anecdotes dans lesquelles Li Xiufang met en scène ce paradoxe suggère en tout cas qu'il n'avait pas réussi à sécuriser les rives du canal aussi parfaitement qu'il ne le prétendait juste avant. Cela se passe à un moment où il a dû se rendre sur le canal pour y accueillir un envoyé du gouverneur général du tribut. Et ce mot que je traduis par envoyé, c'est toujours chai, qu'on trouve constamment dans le texte, où il désigne aussi bien de simples agents de Yamen, du petit personnel envoyés par le magistrat pour remplir telle ou telle tâche, que, comme ici, des fonctionnaires en mission envoyés par les hautes autorités de la province ou de l'administration du tribut. Donc, alors qu'il se trouve là, il tombe sur un homme en larmes qui lui explique qu'il circulait sur la berge du canal avec une palanche sur l'épaule chargée de 9 ligatures de sapèque et que ces 9 ligatures, il vient de se les faire voler par le chef des haleurs et par des matelots. Et il a vu de ses propres yeux ces personnages porter leur butin sur le bateau de l'envoyé du gouverneur général. Du coup, il n'a évidemment pas osé leur courir après. Mais il affirme que le chef des haleurs est redescendu du bateau et qu'il se promène tranquillement sur la rive du canal. Li Xiufang procède alors de façon expéditive. Il autorise le plaignant à partir lui-même à la recherche de cet individu qu'il a dévalisé, à s'en emparer de force si c'est nécessaire et à le lui ramener. Et ensuite, une fois que l'autre le lui a en effet ramené, il l'emmène menotté jusqu'à son tribunal où il l'oblige à restituer l'argent volé.
Pas d'impunité, donc, au moins dans ce cas-là. Et pour le coup, le haleur aurait mieux fait de rester sur le bateau officiel plutôt que de redescendre sur la berge. Mais ce qui est intéressant, c'est que Li Shufang explique que s'il avait procédé dans les règles, c'est-à-dire en signant un ordre d'arrestation et en envoyant sur place un policier, au lieu de dire à la victime de se charger elle-même de l'arrestation, et tout de suite, l'autre aurait largement eu le temps de s'envoler. Il n'y aurait pas eu de coupable identifiable, il aurait fallu envoyer un rapport au gouverneur général du tribut, et tout cela n'aurait de toute façon abouti à rien. En tant que magistrat, je l'ai déjà noté, Li Shufang avait la responsabilité de juger et de sanctionner les délits qui survenaient sur son territoire. Et s'il s'agissait de crimes graves, comme un pillage, sans parler d'un homicide, il avait la responsabilité de faire un rapport aux autorités supérieures après avoir établi les faits. Et les délits commis par les équipages ou les soldats du tribut faisaient bien sûr partie de cette obligation. Mais comme Li Shufang nous le montre par l'exemple, il faut parfois savoir ruser lorsque les fauteurs de troubles arrivent à s'abriter derrière les autorités du tribut, ou alors il faut se résoudre à laisser tomber. Nous venons de voir que les bateaux montés par les dites autorités étaient susceptibles de servir très concrètement de sanctuaire. Mais d'une façon beaucoup plus générale, Li Shufang se plaint de ce que le gouverneur général du tribut a tendance à protéger systématiquement ses équipages lorsqu'ils sont visés par une procédure judiciaire. Il admet d'ailleurs que c'est la même chose à l'intérieur de toutes les hiérarchies. Par exemple, dans une affaire dont je redirai un mot à la fin, ce sont des soldats venus de la province métropolitaine voisine, donc du Zhili, qui sont venus faire des dégâts, et même des gros dégâts, à Wuchang. Mais Li Shufang sait pertinemment que leurs officiers peuvent toujours faire le rapport le plus mensonger pour se couvrir. Ils seront de toute façon soutenus par le gouverneur général du Zhili, dont ils sont les subordonnés, dont ils dépendent. Et ceci soulève, je le dis en passant, soulève un problème intéressant dans l'économie générale de la bureaucratie impériale chinoise. Nous avons en effet un peu trop tendance à considérer cette bureaucratie comme un corps monolithique et entièrement contrôlé par le centre, alors que, en réalité, les rivalités entre machines administratives territoriales, l'esprit de corps à l'intérieur des hiérarchies provinciales, et quand je dis esprit de corps, ça peut être plus cyniquement une complicité générale alimentée par d'inavouables relations de corruption et de cadeaux entre les différents échelons. Alors donc que tout cela tendait à opposer une résistance passive aux tentatives de contrôle du pouvoir central, en fait, ces tentatives de contrôle étaient défaites en quelque sorte par ces rivalités entre machines rivales. Mais je ne m'attarde pas là-dessus, car cela nous entraînerait trop loin, et puis ce sont des choses dont j'ai déjà souvent parlé. Simplement, il me semble intéressant de voir que Li Shufang fait allusion à de telles protections, ne serait-ce qu'au passage, et que là, comme dans d'autres circonstances, il en tient compte et il essaye de s'adapter. En tout cas, pour revenir à l'administration du tribut, Li Shufang est un jour appelé sur le canal parce qu'il y a eu une bagarre entre des matelots et un marchand de galettes qu'ils avaient fait venir sur leur bateau et qu'au cours de la bagarre, le marchand de galettes était tombé à l'eau. Des riverains l'ont repêché, on croit qu'il s'est noyé, mais en appliquant les techniques enseignées dans le Xiyuanlu, Li Shufang réussit à le ramener à la vie. Et le Xiyuanlu, ou traité pour laver des injustices, c'est bien sûr le classique de la médecine légale chinoise, dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres séminaires ou cours, dans séminaires surtout, dont Li Shufang utilisait certainement la version officielle qui était en vigueur sous les Qing depuis vers 1740 à peu près, laquelle version officielle de cet ouvrage comportait en effet un chapitre entier consacré aux prescriptions et aux méthodes permettant de soigner les blessés ou les victimes de tentatives d'homicide ou de tentatives de suicide, etc., autrement dit de sauver des vies. Si le marchand de galettes n'avait pas pu être ranimé, la situation aurait été radicalement différente. Li Shufang aurait alors eu un homicide sur les bras, ou plus précisément un homicide survenu au cours d'une bagarre, ce qui était une catégorie importante dans le code pénal, et il aurait été obligé de mettre en branle la machine judiciaire, d'arrêter les marins, d'essayer d'établir qui avait fait tomber la victime, et donc qui était le criminel dans le canal, et de transmettre ses conclusions aux autorités supérieures, lesquelles autorités supérieures auraient elles-mêmes repassé tout le dossier au ministère de la Justice,
comme il était de règle, puisqu'il s'agissait d'un crime capital. Mais là, on a échappé à tous ces ennuis, puisque le bonhomme est en vie. Et en plus, non seulement il est en vie, mais il voudrait bien poursuivre ses agresseurs en justice, mais Li Xiufang le calme en lui donnant un petit pécule pour se soigner, et il ordonne même au bateau de repartir. Or, lorsque Li Xiufang rentre à son yamen, dans ses bureaux, on l'informe que des matelots très excités se sont présentés il y a quelque temps au tribunal en clamant qu'il y avait eu une bagarre sur leur bateau et que non pas une, mais 3 personnes étaient tombées à l'eau, le marchand de galettes, dont le corps avait été repêché par des gens du coin, et 2 des leurs qu'on n'avait pas pu retrouver. Ils avaient donc entrepris de rédiger une plainte pour homicide. Mais alors même que le scribe était en train, donc Li Xiufang était absent, il était sur le canal, donc alors même que le scribe était en train de rédiger sa plainte, ou la plainte pour le compte de ces gens, quelqu'un avait accouru du canal pour dire qu'en fait le marchand de galettes était en vie, que le magistrat avait ordonné au bateau de repartir et qu'il n'y avait donc plus de problème. Et du coup, les matelots avaient laissé tomber la plainte et avaient détalé. En d'autres termes, et c'est ce que commande Li Xiufang devant son personnel, en d'autres termes, il croyait encore qu'il y avait effectivement eu mort d'homme, et pour faire pression sur le magistrat, ils essayaient de se couvrir en prétendant qu'il y avait eu aussi des victimes de leur côté, introuvables comme de bien entendu. Donc, il s'agissait d'un cas typique de fausse accusation, de ouga, c'est le terme qu'il emploie, et la fausse accusation était un délit grave, puni comme tel par le Code pénal. Or, justement, et c'est le point dont je suis en train de parler, et qui constitue la conclusion de cette anecdote, justement, le gouverneur du tribut accorde toujours sa confiance, dit Li Xiufang, aux fausses accusations émanant des équipages de sa flotte. De la même façon encore, Li Xiufang renonce à faire un rapport et à porter plainte dans un cas où ça aurait pourtant été on ne peut plus justifié. Il avait reçu l'ordre de faire construire des barges, encore, et pour cela, il lui fallait acquérir les matériaux de construction nécessaires à Tianjin, qui était à plus de 500 km. Et ces matériaux, des soldats d'une flottille du Jiangxi revenant à vide, donc depuis Tianjin, s'étaient offerts à les transporter jusqu'à Wucheng contre une rétribution de 200 taels d'argent. Or, quand ils arrivent avec leur bateau à Wucheng, on constate qu'il manque la moitié de la cargaison. Et les soldats expliquent alors qu'ils ont été rançonnés par des officiers appartenant à la suite du gouverneur général du tribut, lesquels officiers étaient tellement insatiables que non seulement toute l'indemnité de transport payée par Li Xiufang y est passée, et au-delà, mais qu'à la fin, comme ils n'avaient plus les moyens de répondre aux demandes des officiers, aux exigences des officiers, ceux-ci ont fini par bastonner tout l'équipage et à l'obliger à se mettre en route immédiatement, donc sans avoir pu charger tout le bois. Et donc ces victimes des exactions des officiers de la suite du gouverneur général veulent déposer plainte et ils demandent à Li Xiufang d'envoyer un rapport au dit gouverneur général. D'ailleurs, ils sont prêts à être interrogés par lui, en fait, quand ils passeront par Huai'an, c'est-à-dire par la ville au sud directement au sud du fleuve Jaune, voilà. Huai'an qui est bien sûr ici. Voilà, Huai'an, qui est l'endroit où en fait le gouverneur général du tribut, du transport du tribut, avait ses bureaux et avait son grand yamen. Donc ils sont prêts, lorsqu'ils passeront là, à être interrogés. Ils ont les preuves, ils connaissent les noms des officiers en question, ils ont le montant de tous les pots de vin qui leur ont été extorqués et ils sont sûrs de leurs faits. Dans un premier temps, Li Xiufang ne voit pas d'opposition à cela et en fait il rédige son rapport. Après tout, lui-même n'est pas personnellement impliqué dans cette affaire. Mais il réalise tout d'un coup, et ça c'est typique de la vie quotidienne du fonctionnaire local chinois, il réalise tout d'un coup qu'il s'est peut-être mis lui-même dans son tort en mobilisant des bateaux du tribut pour un transport, même s'il s'agit, comme il le dit, d'utiliser des bateaux de l'État pour transporter des matériaux de l'État. Et de fait, vérification faite dans les règlements, qui étaient des énormes compilations, vérification faite, il n'en avait pas le droit, et le règlement prévoit bien une sanction, une rétrogradation. Alors, il se défausse en expliquant aux soldats que finalement ça ne va pas, que de toute façon le gouverneur général ne censurera jamais des officiers qui dépendent de lui, et qu'en outre, lui-même risque d'être sanctionné. C'est donc la même attitude d'adaptation prudente aux réalités que nous avons déjà rencontrée
pas de donquichotisme inutile, ce n'est pas la peine de vouloir défendre à tout prix les victimes d'abus quand on sait pertinemment que ça ne servira à rien, et mieux vaut trouver quelques arrangements ou quelques stratagèmes local pour arranger les choses, dans la limite de ses possibilités et surtout dans la limite de ce qu'on contrôle effectivement. Et c'est bien pour cela que je cite toutes ces anecdotes. Nous avons bien aujourd'hui une notion générale des difficultés de l'administration du tribut en grain et de la navigation sur le Grand Canal au XIXe siècle. Ces faits ne sont pas vraiment nouveaux, tout ce que je vous dis, et il y a eu suffisamment de travaux d'historiens là-dessus. Encore que peu ont la précision et l'érudition toujours du même auteur, de Hoshi Hayao. Mais ce qui fait le prix de témoignages comme celui de Li Xiufang, et je n'en connais pour le moment pas d'autres comparables sur ce problème particulier, ce qui en fait tout le prix, c'est que ces difficultés sont décrites à partir d'un terrain concret, par quelqu'un qui s'y trouve confronté quotidiennement, et que ces descriptions nous font apercevoir de véritables individus, que ces individus soient des victimes de la déréliction générale du système du tribut, ou au contraire, qu'ils en profitent et qu'ils cherchent à en retirer tous les avantages possibles, quitte à violer allègrement la loi. Ces individus que Li Xiufang met en scène sont très sommairement esquissés, c'est sûr, mais les actions qui leur sont prêtées sont de vraies actions, si je puis dire. Je veux dire que ce sont des actions individuelles qui n'engagent que leurs auteurs et qui sont déclenchées par leur propre passion ou leur propre initiative. Et même chose pour ceux qui subissent et à qui arrivent ces malheurs. C'est bien de la souffrance vécue par un individu particulier qu'on nous parle et des réactions que cela suscite chez lui. C'est toute la distance, si vous voulez, entre d'un côté la mention d'un certain personnage qui se fait voler son argent à un certain endroit par certains individus dont il peut décrire les actions avec précision, et d'autre part la mention dans le mémoire d'un fonctionnaire ou dans un texte historique, et en Chine il y a une continuité structurelle entre les deux, que les équipages du tribut se livrent au brigandage et que les populations riveraines en souffrent beaucoup. Ou pour le dire encore autrement, c'est toute la distance entre une expérience individuelle et un fait historique. Si l'on admet qu'un fait historique ou l'histoire tout court est en grande partie l'addition d'expériences individuelles, ce qu'on peut admettre jusqu'à un certain point, alors il va de soi que l'accumulation des expériences individuelles aide à mieux comprendre l'histoire, ou au minimum à mieux en saisir la texture, et c'est ce point qui me paraît le plus important. Même si ce que je dis là n'est pas d'une profonde originalité, mais il me semble que c'est toujours bon à rappeler aux historiens, et notamment aux historiens de la Chine qui sont tellement surdéterminés, dirais-je, par les sources historiques chinoises, historiques nobles. Quoi qu'il en soit, y compris les archives qui sont maintenant accessibles depuis 20 ou 30 ans, ou même 40, qui sont des documents administratifs et qui participent de ce même domaine finalement historique, même s'il y a beaucoup plus de détails dans les archives, bien sûr. Quoi qu'il en soit, une autre raison pour laquelle je cite toutes ces anecdotes, c'est, je l'ai déjà dit, l'attitude même de Li Xiufang telle qu'elle en ressort. Cette attitude, la façon dont Li Xiufang approche les problèmes auxquels il est confronté, est révélatrice d'une mentalité dont il y a tout lieu de croire qu'elle était très répandue dans son milieu et à son époque. Li Xiufang était un bon fonctionnaire, il était scrupuleux et attentif, il essayait, ça je crois qu'on peut le croire, il essayait de ne pas se laisser dépasser par les événements, mais il n'envisageait pas qu'on pût vouloir réformer les choses autrement qu'au niveau du détail. Et il acceptait tous les dysfonctionnements dont j'ai parlé comme un donné, comme un fait de la vie. Le paragraphe où Li Xiufang raconte cette affaire de matelots rançonnés par des membres de la suite du grand chef du tribut s'ouvre sur une phrase qui sonne, me semble-t-il, comme une acceptation résignée de la réalité telle qu'elle est, pour ne pas dire comme une démission. En tout cas, encore une fois, c'est comme ça que je le sens. Et cette phrase, c'est « D'une manière générale, les injustices, on ne peut pas les dénoncer à la hâte. » Donc, tafan, pouping, les affaires où il y a des injustices, ouais, que tuming, donc il ne faut pas se précipiter, il faut faire attention. Autrement dit, l'administration de la justice est soumise à certaines contraintes et certaines influences, regrettables, certes, et même condamnables, mais il vaut mieux savoir où l'on met les pieds avant de dénoncer des faits qui sont pourtant passibles des rigueurs de la loi. Cela étant, administration de la justice, il y a,
Et ce qui me frappe au milieu de toute cette brutalité que décrit Li Xiufang lorsqu'il parle de la vie sur le canal, c'est que son tribunal, je ne dirais pas qu'il ne désemplit pas, mais il reste le lieu où vont se plaindre tous ceux qui s'estiment, à tort ou à raison, victimes d'une injustice. Et cela vaut aussi bien pour la catégorie dont je vais m'occuper à présent, à savoir les militaires qui opèrent sur les flottilles du tribut. En fait, parmi les militaires que Li Xiufang doit gérer autant qu'il arrive à le faire, il y a deux catégories tout à fait distinctes l'une de l'autre. Il y a d'abord les militaires locaux, ceux qui sont basés à Wucheng. Nous avons déjà eu l'occasion de voir, je crois que c'était à propos de l'affaire du village chrétien, nous avons déjà eu l'occasion de voir que les troupes cantonnées à Wucheng étaient très peu nombreuses. À l'époque de Li Xiufang, d'après la monographie locale, ça se limitait à une quinzaine de cavaliers et à 75 soldats commandés par 2 officiers. Il faut pourtant croire que même avec un effectif aussi réduit, ils étaient capables de causer beaucoup de nuisances. Lorsque Li Xiufang débarque dans son poste, lorsqu'il arrive pour la première fois, on vient lui expliquer que les 2 catégories les plus détestées et celles qui sont considérées comme les plus nuisibles par les habitants de Wucheng, ce sont les contrôleurs de la gabelle et les soldats. Et le problème avec les soldats, c'est qu'ils sont protégés par leurs officiers et que si l'on essaye malgré tout de sévir, les relations entre les fonctionnaires civils et militaires de la localité vont s'envenimer. Et cela, c'est une chose qu'un magistrat responsable doit éviter à tout prix. Li Xiufang raisonne que la meilleure façon de contrôler les officiers, qui sont eux-mêmes supposés contrôler leurs hommes, c'est de s'entendre avec leurs supérieurs, lesquels, dans le cas de Wuchang, résident dans la ville voisine, autrement dit la préfecture secondaire de Linqing, qui est en effet le siège d'un vice-général, un Futiang, que Li Xiufang appelle le xie. Et le mot xie, en fait, désigne plutôt les troupes, mais ça, il y a toujours cette façon de désigner un personnage par la circonscription ou la troupe dont il est responsable. Donc le xie et l'unité qu'il commande est formée de troupes appelées xiebiao, donc les troupes du xie, qui sont réparties entre plusieurs brigades appelées elles-mêmes des ying. Et une brigade, c'est l'unité de base dans l'armée chinoise sous les Qing, par opposition à l'armée mandchoue, et elle compte en principe, théoriquement, sur le papier, 500 hommes. Il y a 500 hommes par brigade. Donc les hommes stationnés à Wucheng sont détachés d'une de ces brigades de Linqing, et Li Xiufang appelle leurs officiers des Yingguan, donc des officiers de la brigade de Linqing. C'est donc avec le vice-général qu'il convient de soigner les relations, et qui est basé à Linqing, et c'est ce à quoi s'emploie Li Xiufang un jour que ce vice-général est venu à Wucheng pour superviser la progression du tribut Cuecao. Nous avons vu que, tant et plus, que c'est la grande affaire dans toutes les circonscriptions le long du Grand Canal. Li Xiufang reçoit donc le général en question, ou vice-général, avec faste, et l'expression qu'il emploie est holi, que je crois que je n'ai pas mis sur la feuille, qui signifie tout simplement soit rendre des honneurs très grands, soit faire beaucoup de cadeaux, ou des beaux cadeaux. Les deux à la fois, en fait. Donc, il le reçoit avec faste, et puis, bien entendu, festoyer, faire boire et manger. Le vice-général devient son ami intime, et Li Xiufang s'emploie à préserver ses bonnes dispositions en lui envoyant régulièrement des cadeaux. Lorsque les officiers locaux voient que leur supérieur est en aussi bon terme avec le magistrat, ils s'efforcent naturellement que leurs hommes respectent la loi. Et s'il y a un incident, malgré tout, au lieu de protéger le fautif, comme il le faisait avant, ils l'adressent aussitôt au magistrat pour qu'il le sanctionne. Et dès lors, conclut Li Xiufang, c'est la tranquillité sur les marchés. Autrement dit, les commerçants locaux n'ont plus à subir les brutalités et les exactions de la troupe. Voilà donc un problème de régler. Et dans le paragraphe suivant, Li Xiufang ajoute encore que la vie des officiers, en fait, est très dure. Après tout, leur principale responsabilité, naturellement, c'est d'aider à faire avancer le tribut, toujours, ce qui signifie beaucoup de temps passé au milieu des intempéries, dans le vent, sous la pluie. Et quand on annonce qu'un des bateaux du tribut, par exemple, est ensablé, les malheureux officiers doivent se précipiter en pleine nuit et venir rendre compte dès le lendemain matin. Et tout cela, dit-il, il s'en acquitte scrupuleusement,
grâce aux bonnes relations qu'il a établies avec le vice-général. En plus, il soigne leur loyauté en leur accordant des aides, dont il précise bien que ce sont des dons pour maintenir les bonnes relations entre collègues et pas du tout des prêts, parce qu'ils ont tout de suite posé la question. Et il multiplie les gratifications et les récompenses aux troupes, donc on a vu qu'elles n'étaient pas très nombreuses, au moment des revues, ce dont les soldats lui sont très reconnaissants, car les malheureux, et ça c'est un fait général qu'on connaît bien, les malheureux vivent dans le plus grand dénuement. Tout cela coûte cher, dit-il, mais obtenir la docilité et la coopération de la troupe est à ce prix. Et je dois ajouter que cette vignette des relations entre militaires et civils dans une circonscription, bon, c'est pas unique, mais elle est particulièrement parlante, me semble-t-il. Voilà donc pour les forces locales. Mais avec les troupes qui ne font que traverser Wuchang sur les flottilles du tribut, c'est une autre affaire. L'une des choses qui m'ont frappé dans les incidents que relate Li Xiufang, c'est la très grande brutalité des relations entre les hommes et leurs officiers. L'un de ces incidents, Li Xiufang a eu le traité à la demande directe du gouverneur général du tribut, qui était à ce moment stationné sur la partie du canal empruntant le cours de la rivière Wei, donc quelque part entre Linqing et Dezhou, si bien que Li Xiufang était, dit-il, soir et matin sur la brèche à remplir les missions que lui confiait le grand chef. Le grand chef dont il laisse entendre d'ailleurs qu'il lui accordait une grande confiance et qu'il le traitait comme un proche conseiller. Li Xiufang a l'art comme ça de parler modestement et puis de glisser ça et là des remarques qui montrent qu'en fait il est vraiment exceptionnellement bon et apprécié. Quoi qu'il en soit, le gouverneur général du tribut est un jour saisi de deux plaintes concurrentes, l'une émanant d'un soldat ou peut-être de plusieurs soldats, d'une flottille, accusant un officier nommé Liao d'extorsion et de châtiment abusif, ou peut-être de torture abusif. C'est le même mot aussi pour l'un et l'autre, à l'encontre d'un de leurs collègues, donc d'un soldat. Et l'autre plainte émanant de l'officier Liao lui-même, accusant au contraire le soldat en question de résistance à l'autorité et de retard dans l'exécution des affaires publiques, ce qui traduit donc Kangguan ou Gong, donc des fautes professionnelles si vous voulez. Qu'en penser? Eh bien, Li Xiufang risque, quand il en parle avec le gouverneur général du tribut, que les soldats s'opposent peut-être à leur officier parce que celui-ci aurait touché une gratification pour la flottille et, sous-entendu, l'aurait gardée pour lui-même. C'est du moins la façon dont j'arrive à comprendre l'expression « xiang de bangui ». Donc, il a touché la bangui. Alors, qu'est-ce que c'est que bangui? Bang, c'est la flottille, et gui, c'est un des mots tout à fait coutumiers pour des cadeaux coutumiers, justement. Alors, pourquoi cette gratification et de qui? Et comme toujours, dans de tels cas, c'était probablement clair pour les lecteurs à l'époque, mais ça ne l'est pas du tout pour nous. La seule chose qui est sûre, c'est que toutes les personnes impliquées dans la circulation du tribut, y compris les fonctionnaires locaux, se payaient mutuellement, se versaient mutuellement des commissions coutumières pour s'assurer des cadeaux, que les choses avançaient et pour éviter les blocages de la part des uns ou des autres. Peut-être aussi faut-il comprendre cette gratification dans le contexte décrit au début de cette entrée. À ce moment, en effet, nous dit Li Xiufang, il n'y a pas moins de 38 flottilles stationnées le long de la berge du canal, 38 flottilles donc de entre 10 et 20 bateaux, pour laisser le passage aux flottilles montantes et en charge. Et c'est une question qui m'a été posée la dernière fois. Visiblement, je veux dire, la largeur, le gabarit du canal était sans doute variable, il n'est pas connu, mais il était très grand. Et il était, ce que suggèrent d'ailleurs des gravures, notamment occidentales, qui le représentent. Mais ça dépendait tout à fait des régions. Il était particulièrement vaste et large au Tiangnan, au sud du Yangtze, où là, il y a des tas d'illustrations chinoises ou occidentales. En tout cas, le canal était de toute façon assez large pour opérer des croisements, mais quand même pas assez pour laisser manœuvrer simultanément deux bateaux circulant en sens inverse et a fortiori deux flottilles. Et le bateau que nous avons vu, il est évident qu'il avait besoin de zigzaguer, de manœuvrer s'il fonctionnait avec le vent. Et ça, c'est décrit, y compris d'ailleurs par Song Yixing dans les commentaires à cette image. Cela dit, il m'est impossible de savoir exactement d'où venait et ce que représentait ce fameux bangui, ce supposé cadeau. Quoi qu'il en soit, le gouverneur général, qui semble plutôt favorable à la plainte des soldats, envoie Li Xiufang sur place pour voir dans quel état se trouve
le malheureux qui aurait été battu brutalement et qui est supposé avoir été sauvagement battu et qu'il faudrait éviter, là encore, qu'il ne meure à la suite de ce traitement. Dont il faudrait éviter qu'il ne meure à la suite de ce traitement. Et il est en effet, comme peut le constater Li Xiufang quand il arrive sur le bateau, il est en effet dans un piteux état. Il gît depuis 3 jours sur le pont, devant la cabine de l'officier, en refusant de s'alimenter et avec l'intention visible de se laisser mourir pour mettre l'officier dans l'embarras et le faire casser de sa charge. Li Xiufang réussit à le raisonner et à le renvoyer se faire soigner par ses collègues en lui promettant qu'il demandera au gouverneur général personnellement au gouverneur général de s'occuper de son cas. Puis il va voir l'officier qui ne veut rien entendre. Li Xiufang reçoit alors l'ordre de les emmener tous les deux dans son tribunal pour juger l'affaire. Là encore, pas moyen de les faire s'accorder sur les faits, c'est-à-dire en fait sur le nombre de coups que l'officier aurait porté de sa propre main sur le soldat. Est-ce que c'est 30, comme il le dit, est-ce que c'est 70, comme le dit le soldat? Pas moyen qu'ils se mettent d'accord. Mais la proposition de jugement envoyée au gouverneur général par Li Xiufang est nettement défavorable à l'officier, car il considère qu'il a été coupable de déroger à son rang en s'autorisant de pareilles brutalités. Donc l'officier se sent menacé, il essaie de faire intervenir le préfet et le vice-général de Linqing, mais en vain, car on lui apprend que seul Li Xiufang a vraiment l'oreille du gouverneur général du tribut. Et en fait, Li Xiufang lui sauve la mise en convainquant le gouverneur général que ce serait une erreur de censurer et de casser l'officier au vu et au su de toutes les troupes qui montent ces 38 flottilles. En effet, si les soldats peuvent voir qu'il suffit de porter plainte pour faire casser un officier contre lequel à qui ils reprochent quelque chose ou qu'ils n'aiment pas, s'ils constatent cela, il n'y aura plus moyen de les discipliner. Et cela risque de poser un problème très vite, puisque dans très peu de temps, les flottilles se remettront en marche vers le sud et il faudra procéder au passage des écluses de Linqing, qui est une opération éminemment délicate. Et donc le gouverneur général, que cette perspective d'une sorte de mutinerie des soldats des 38 flottes, des flottilles, accepte de ne pas censurer l'officier et simplement de le renvoyer sur Royan pour qu'on s'en occupe plus tard. En tout cas, toute cette affaire suggère un arrière-plan d'indiscipline latente et de profonde hostilité entre les troupes du tribut et leurs officiers. Et effectivement, à en croire certains auteurs modernes donc, qui ont étudié la question, ces derniers, les officiers, avaient la réputation bien établie d'extorquer toutes sortes de commissions et d'amendes, d'opérer des retenues sur les soldes et en général d'exploiter leurs hommes de façon éhontée. En tout cas, parlant d'indiscipline, on a un incident du même genre dans l'entrée suivante du Mont Tansuelu, où cette fois c'est un officier qui vient se plaindre au gouverneur général d'avoir été battu par des matelots à l'instigation de 2 personnages que Li Xiufang désigne comme des bangchai. Bangchai. Et là, j'avoue que je ne suis pas très sûr de ce que ce terme peut exactement signifier ici. Donc, bang, des flottilles, et chai, des envoyés. Peut-être s'agit-il de fonctionnaires envoyés en mission pour accompagner les flottilles et veiller à leur progression. Encore que la suite du texte suggère plutôt qu'il s'agit de personnages d'un rang nettement plus modeste. Par exemple, ça pourrait être des agents non statutaires, même des secrétaires privés peut-être, employés par des fonctionnaires du tribut. Quoi qu'il en soit, peu importe le détail de l'anecdote qui illustre une fois de plus le talent de Li Xiufang pour se tirer d'un mauvais pas, puisque en l'occurrence le gouverneur général qui penchait plutôt pour la version de l'officier et qui avait encore une fois ordonné à Li Xiufang d'emmener les 2 bangchai dans son tribunal pour résoudre l'affaire, exigeait un jugement le lendemain et il lui avait donné rendez-vous à un certain endroit le long du canal en lui disant « Vous me ramenez votre jugement, sinon ça ira mal ». Et il s'en est tiré, bon, peu importe la façon dont il l'a fait, enfin, en rédigeant un jugement suffisamment ambigu pour que ça ne gêne personne. Mais je m'arrête là sur les soldats du tribut et je voudrais terminer cet exposé sur les relations du magistrat Li Xiufang avec les militaires en examinant un incident d'une nature assez différente, puisque cette fois ce ne sont pas, autant que je puisse en juger, des soldats de l'organisation du tribut qui sont en cause, même s'ils circulent en fait en bateau et sur le Grand Canal, mais des soldats de garnison régulière.
Et le spectacle qui va nous être offert est celui d'une troupe déchaînée débarquant dans la ville de Wucheng, allant saccager le temple du dieu de la ville, s'attaquant même aux magistrats, et que ses officiers s'avèrent incapables de contrôler. Ce sont, nous dit Li Xiufang, des soldats de Daming, très indisciplinés, qui traversent le territoire de Wucheng et qui décident de descendre à terre pour aller s'amuser dans la ville. Daming était une préfecture, Daming n'est pas sur cette carte, mais enfin, c'est facile de montrer l'emplacement, c'était, alors attendez, voilà, Linxing, à peu près là. Donc c'était une préfecture située tout à fait au sud de la province métropolitaine du Zheji, qui à cet endroit dessine une sorte de doigt vers le sud qui s'intercale entre le Shandong à l'est et le Henan à l'ouest. Donc c'est là que se trouve la préfecture de Daming, qui était en fait riveraine ou contiguë de l'autre côté de la frontière provinciale de la préfecture dont dépendait Wucheng. Donc des soldats de Daming. Non, ce que je voulais dire, c'est que cette préfecture de Daming ne faisait pas partie de l'organisation du tribut. Et c'est pourquoi je ne pense pas que les soldats en question appartenaient, comme ceux que nous avons vus avant, à l'organisation du transport. C'était simplement une troupe qui transitait par là sans qu'il nous soit dit pourquoi ou pour quelle raison. En tout cas, les redoutables soldats de Daming entrent dans le temple du dieu de la ville, donc le Chenhua Miao. J'ai déjà parlé de ce temple dont il y avait un exemplaire dans toutes les villes chinoises. Et là, ils aperçoivent un groupe de statues, donc des statues en terre glaise, peinturlurées, comme on en voit tellement dans les temples chinois, représentant des démons et représentant plus précisément une scène dans laquelle on voit un bœuf qui met un individu musulman, un huetu, en accusation et où le musulman se retrouve ligoté et emmené sur le dos du bœuf. Il y a aussi une peinture murale qui représente la même histoire. Le musulman et le bœuf, c'est bien sûr une allusion au fait que les musulmans chinois, qui ne pouvaient pas manger de porc comme les autres Chinois, étaient des mangeurs de viande bovine et que par là même ils enfreignaient l'interdit très général contre l'abattage et la consommation du bœuf qui existait en Chine depuis très longtemps et qui était confirmé par de multiples réglementations publiques. En outre, le fait de manger du bœuf était un facteur classique d'hostilité ou de critique raciste, pourrait-on presque dire, entre les Hui et les Han, donc entre les musulmans et les Chinois non musulmans en Chine. Et sur tout cela, je vous renvoie bien sûr à l'ouvrage de Vincent Gossard, donné en référence que nous avons publié et qui est extrêmement riche là-dessus, qui a en plusieurs pages sur justement le problème musulman par rapport au problème du bœuf. Donc nos soldats de Daming, voyant cela, démolissent le mur où se trouve la peinture, puis ils s'emparent de la statue et ils vont la transporter jusqu'au bureau de la sous-préfecture. Arrivés au bureau de la sous-préfecture, ils commencent par démolir la porte de la pièce de réception chauffée, puis demandent d'un air féroce où se trouve le magistrat, à quoi on leur répond qu'il est sur le Grand Canal. Ils se répandent alors dans la ville où ils vont visiter les boutiques de prêt sur gage dans lesquelles ils exigent de l'argent contre des objets sans aucune valeur. Et si les propriétaires de ces monts-de-piété ne sont pas d'accord, ils font un grand dégât. Li Xiufang, qui a été alerté, accourt en compagnie d'un des chefs de la milice. Il retrouve les soldats dans un des monts-de-piété et à ce moment-là, il place la statue volée devant lui et il lui demande « Pourquoi est-ce que le personnage est ligoté comme cela ?» Ça insulte notre religion musulmane. Ça insulte notre religion musulmane et voilà l'explication. Ces soldats de Daming étaient des Hui et ils appartenaient donc à l'une des nombreuses communautés de Chinois musulmans qui existaient depuis des siècles, depuis l'époque mongole, semble-t-il, essentiellement, en Chine du Nord, et notamment le long du Grand Canal. Quoique Li Xiufang n'en parle pas du tout à propos de Wucheng, sauf qu'il y a justement, dans le Chenhua Miao, il y a cette représentation défavorable aux musulmans. Donc Li Xiufang essaye de les raisonner, mais il menace de lui envoyer une théière à la tête. Son milicien le protège, le patron du monte-piété l'emmène se mettre à l'abri dans une pièce voisine, pendant que les soldats musulmans continuent de s'agiter derrière la porte. Et il ne lui reste plus qu'à envoyer quelqu'un requérir leurs officiers. Arrivent bientôt 4 commandants, auxquels se joint bientôt le colonel, autrement dit, tout l'état-major du régiment est là. Et ils ne savent pas où se mettre, et ils implorent le pardon de Li Xiufang pour les méfaits commis par leurs soldats.
Et Li Shufang exige simplement que les meneurs soient bastonnés sur la berge du canal, que la statue soit restituée au temple de la ville et que la porte démolie soit réparée. Et pendant qu'un des officiers est allé veiller à ce que tout cela soit fait, les officiers bavardent avec le magistrat et ils lui confient leurs difficultés, avant tout le fait que la troupe est arrogante et totalement impossible à contrôler, ce qu'en effet on vient de voir. Et quand on revient à annoncer que tout a été exécuté, le colonel reconduit Li Shufang dans ses bureaux, les commandants continuent de s'excuser à deux genoux, il les fait entrer pour boire une coupe et tout semble réglé. Jusqu'à ce qu'un peu plus tard, on apprenne qu'en fait la statue n'a pas été ramenée au temple du dieu de la ville par les soldats, mais qu'ils l'ont jetée dans le canal. De nouveau, les officiers se prosternent en demandant pardon. Et là, Li Shufang accepte de laisser tomber. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient et lui a montré à la population qu'il ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et en outre, il préfère s'abstenir de signaler l'incident à ses supérieurs et de notifier les autorités du Zheli, d'où venaient les soldats, ils appartenaient à la garnison de Daming. Il est en effet à peu près sûr que les officiers inventeraient des accusations contre lui pour se couvrir et que le gouverneur du Zheli se fierait à ces fausses accusations. C'est donc le thème auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Les supérieurs protègent les gens qui dépendent d'eux. Et avec cette histoire, à mon avis l'une des meilleures du Mongtan Suelu, qui en compte beaucoup, j'arrête avec Li Shufang, dont je crois avoir extrait des souvenirs tout ce qu'on peut y trouver d'intéressant, ou du moins une large sélection, car il y a d'autres choses encore. Par exemple, il y a un texte tout à fait remarquable à la fin, qui est vraiment unique comme témoignage, où Li Shufang raconte les jours, presque 2 semaines, qu'il a passé enfermé dans le terrain des examens à Jinan, à la capitale du Shandong, puisqu'il faisait partie du jury de l'examen provincial triennal. Et bon, ces examens provinciaux, on sait assez bien comment ça se passait du point de vue des candidats, mais je n'ai jamais vu un témoignage sur tous les fonctionnaires qui étaient là pour corriger fébrilement les copies qui ne cessaient pas d'accumuler, tout en étant très très bien installés. Donc c'est un beau texte, mais là, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai vraiment pas le temps d'en parler à présent. Donc, je m'arrête là. Je note simplement qu'il y a beaucoup de réflexions. Je rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de réflexions ni de considérations théoriques dans le Mongtan Suelu, mais qu'il y a surtout des vignettes, comme nous l'avons vu, et des anecdotes. Mais prises ensemble, ces vignettes et ces anecdotes constituent un très riche tableau de la vie dans une sous-préfecture de Chine du Nord, aux alentours de 1840, disons, à peu près au moment de la guerre de l'opium, dont je parlerai à partir de la prochaine fois. Une sous-préfecture située en outre sur un des grands axes de communication de l'Empire. Et le texte nous donne à voir de la façon dont un magistrat consciencieux et plein de ressources, mais par ailleurs plutôt limité dans son horizon, comme probablement la majorité de ses collègues à cette époque, pouvait essayer de s'en sortir et d'administrer l'endroit. Et donc la prochaine fois, nous changerons complètement d'univers et aussi d'horizon en examinant, comme je l'ai déjà annoncé, quelques extraits de l'autobiographie de Jiang Tixing. Je vous remercie.